Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur les médias leaders, True TV et Watt FM. Sur la table des juges aujourd'hui, la situation nationale marquée par les premiers pas du nouveau gouvernement du Burkina et la marche globale du pays, toujours cadencée par les crises sécuritaires, humanitaires et alimentaires. Quel est le regard de Burkinabés unis pour la transformation sociale but sur la situation nationale? Nous en parlons au cours de cette audience du tribunal de l'actualité avec Abdoulaye Bari, secrétaire général du BUT. Bonjour Monsieur Bari, merci d'honorer notre convocation. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Deux des juges de ce tribunal siègent aujourd'hui pour cette audience. Bonjour juge Bernard Bougma. Bonjour Président Tomangui, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour Président Tomangui, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Auditeurs et auditrices de Watt FM, c'est la radio 100% urbaine. Téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision interactive True TV, à nouveau bienvenue à cette audience du tribunal de l'actualité qui démarre avec les avant-propos des juges. Avant-propos des juges et nous vous écoutons, juge Bernard Bougma. Merci Président. Aujourd'hui, l'armée burkinabé a 62 ans d'existence. Donc c'est un heureux anniversaire dans des conditions très difficiles, dans des conditions où elle est interpellée par rapport à sa capacité de pouvoir élaborer une stratégie à même de nous faire sortir des griffes du terrorisme, sécuriser et pacifier le Burkina Faso. 62 ans, l'armée a 49 ans de gestion de pouvoir. Parce qu'en 62 ans également, que les indépendances ont sonné, les civils n'ont eu que 13. Et d'ailleurs, celui qui est venu pour faire seulement un an, l'armée l'a renversé avant que la rue ne le rétablisse. Donc la réalité aussi, elle est là implacable. C'est une armée suffisamment politisée, et suffisamment divisée également, derrière les leaders politiques, parce que derrière les officiers aussi se cachent en même temps aussi des hommes politiques, des gradés politisés suffisamment. Il y en a qui ont même créé leur parti politique, étant toujours sous le drapeau. Donc la réalité aussi, elle est là, implacable. Donc 62 ans d'anniversaire, les vrais défis sont là. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un énième coup d'État. Que faire pour que le printemps de coup d'État au Burkina Faso soit suffisamment à jamais révolu, je vais dire à jamais révolu? Comment est-ce que l'armée se mette réellement au service de la nation? Donc quand on parle d'armée-nation, comment faire en sorte que le concept prenne? Mais ce n'est pas seulement l'armée, presque tous les segments du Burkina sont à ce niveau. On n'est pas encore à l'État-nation. Quand on observe les choses, on est beaucoup plus sur la religion, sur l'ethnie, sur la langue, sur d'autres appartenances politico-idéologiques. Donc ce n'est pas seulement l'armée, mais elle a beaucoup d'efforts à faire parce que quand ça tangue un peu, on dit que l'armée prenne ses responsabilités. Mais je pense aussi que les militaires ont réussi à mettre dans la tête des civils que personne n'est qualifié pour gérer le pouvoir d'État au Burkina s'il n'est pas militaire. Il y a des civils qui le disent et qui croient formellement que ce n'est pas possible, alors que c'est possible. Mais c'est normal quand vous avez été pendant 49 ans, c'est-à-dire si on franchit 2022, ça va faire 50 ans de pouvoir tenu par l'armée. Pour un pays comme le Burkina Faso, c'est énorme. Ça crée de l'instabilité permanente parce qu'on ne peut pas construire quand il y a des séries de coups d'État. Donc, à partir de ce moment, je pense que nous allons devoir prendre une autre tournure pour pouvoir faire en sorte que notre démocratie soit suffisamment rétablie et renforcée. Donc encore ce qu'il y a, c'est leur souhaiter joyeux anniversaire et surtout penser affectueuse et spéciale à toutes ces forces de défense et de sécurité qui sont tombées, surtout à leurs familles, parce que ce n'est pas aussi simple que cela. Donc condoléances aussi à l'armée et courage à tout le monde. Bonne fête donc à l'armée en ces temps où justement on a besoin d'une armée forte, d'une armée-nation, une armée à construire en réalité. Juge Geoffroy Vara, quel est votre avant-propos du jour? Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner la sortie dimanche soir du Premier ministre de Tambela, qui était très attendu. Je pense que parmi les plus attendus, il y avait la question des ministres décriés. Il y avait Dié, je pense, de l'habitat, non? Et le ministre du Commerce.
Et là-dessus, il a dit qu'il y a la SULC qui a cherché, qui n'a rien trouvé. Donc ça veut dire qu'ils vont être installés. C'est vrai que bon, il y en a qui ont parlé de malversation, d'autres ont traité les uns de n'avoir pas une probité si affirmée et tout. Mais pour, par exemple, celui de Papaudier qui a été secrétaire permanent sur les questions de politique nationale du logement avec les 40 000. Pour beaucoup, ça a été un flop, donc peut-être qu'ils l'en tiennent pour responsable, donc ils ne comprennent pas qu'il y ait une prime à cela. Mais je pense que le vin, il est tiré maintenant. Ils ont dit qu'ils ont regardé, et je pense qu'au moins on est on est un peu dans une autre réalité. Avant, c'était le chien à bois, la caravane passe. Ici, il y a eu un tollé général, ils en ont tenu compte, ils ont décidé de bien regarder là-dedans. Ils disent que la SULC, qui sur ces questions-là est quand même assez indiqué, dit n'avoir rien trouvé, donc ils seront installés. Il faut maintenant accepter qu'on les juge, je pense, à maintenant l'action en tant que ministre. Et je crois que c'est vers ça, notamment, on devrait aller. Il ne faudrait pas qu'on soit en train de se battre pendant que la pluie est en train de nous battre. Il faut, à un moment donné, accepter d'aller de l'avant. Ils seront jugés sur les actes qu'ils poseront. Si ils n'ont pas de bonnes décisions, ce ne sont pas de bons ministres, je pense qu'on pourra tirer les conclusions de cela. Et puis, il y a un autre point, je ne vais pas être plus long parce qu'on a un invité, sur la question par exemple du carburant. Il avait entrevu qu'il pourrait y avoir une baisse parce que ça induit une hausse générale des prix. Ça, c'était une lecture normale. Maintenant, dit qu'il pourrait y avoir une baisse et que, voilà, c'était possible. J'avais dit que c'était un peu hasardeux d'aller sur ce terrain-là parce qu'on n'est pas pays producteur de pétrole et, à la réalité, la question du prix du pétrole et de sa hausse fluctue au regard de deux éléments qui sont clés. Le prix du baril et le cours du dollar. Les deux sont en hausse et nous n'avons aucun élément de levier là-dessus. Donc, j'ai dit ça allait être difficile. Et j'ai dit quand on regarde la structure des prix, pour ceux qui le connaissent, je ne sais pas sur quel levier ils allaient travailler. Étant entendu qu'ils disent tous qu'on doit faire des économies pour la question sécurité. C'est vrai que dans la structure des prix, il y a une taxe qu'on peut bien annuler parce qu'au regard de certains pays voisins, c'est seul le Burkina qui pratique cela, mais on sait plus ou moins aussi pourquoi. Donc, je pense qu'il est revenu très vite à la réalité. C'est la réalité de l'exercice de certaines fonctions. Donc, c'est un rétropédalage, presque, puisqu'il n'a pas dit qu'il va baisser, il a dit que c'était possible. Mais là, je pense qu'il est venu dans les réalités et c'est des choses qu'on peut comprendre. Mais je dis, ils ont commencé, regardons-les. C'est bien d'avoir toujours l'œil du citoyen, la vigilance et tout, mais il faut les accompagner pour que la mission-là puisse réussir parce que c'est pour tous les Burkinabés. Maintenant, si l'aventure s'écarte de ce qu'est l'objectif premier et ce qu'est l'attente du peuple, on va le leur rappeler. On va le juger, on va tous les juger sur pièce. C'est au pied du mur qu'on connaît le maçon. Maintenant que le gouvernement est en place, les derniers ministres vont être installés bientôt. C'était donc les avant-propos des juges, c'est l'acte 1 de cette audience du tribunal de l'actualité. Des juges qui auditionnent aujourd'hui pour cette deuxième audience de la semaine, Abdoulaye Bari, secrétaire général de BUTS, qui vient partager avec nous, mais avec vous, auditeurs et téléspectateurs, la vision de son mouvement sur la marche du pays. Mais avant, quelques généralités, Bernard Bougma. Oui, des généralités, il n'en manque pas. Balade touristique à New York. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, on avait vu votre écrit qui a été partagé suffisamment et largement commenté. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y en a qui en sont choqués. Vous êtes un habitué des sommets, vous l'avez dit. Dire qu'ils sont allés en balade alors qu'ils sont allés travailler au nom du pays, c'était trop fort pour eux. Alors, ils étaient nombreux. Il y a des sources qui parlent de 72, il y a des sources qui parlent de 77. En général, le Burkina envoie une délégation de combien? Non, vous allez m'excuser, je ne veux pas revenir sur ce débat. Pourquoi? J'ai fait un article contextuel pour donc critiquer un état de fait. Aujourd'hui, le lieutenant-colonel Damiba n'est pas au pouvoir. Je ne peux plus continuer à critiquer, ça va paraître comme un acharnement injuste. Je ne veux pas revenir sur l'article. Moi, ma question, c'est par rapport aux histoires des sommets. En général, le Burkina part avec combien?
En tout état de cause, je sais que cette délégation était énorme par rapport au contexte de crise à la fois sécuritaire et humanitaire où on avait des défis immenses qui nécessitaient que le pays fasse attention ait une certaine gestion parcimonieuse des ressources financières parce que le pays en a besoin. Mais encore une fois de plus, je ne veux pas m'attarder sur ce sujet, sinon ce serait tirer sur l'ambulance. Tirer sur l'ambulance, a dit notre invité, même si justement cette délégation s'établissent pour plusieurs missions et ne se déplacent pas en même temps. Vous ne voulez pas vous revenir là-dessus, mais oui, juge Vara. Oui, j'aurais une question de généralité. Parmi les dernières suscitées sur les réseaux sociaux, on vous voit dans une photo avec des figures de ce qu'il y a comme alignement derrière la Russie en termes de manifestations et tout, et ça fait le tour de la toile. Et aujourd'hui, pour beaucoup, vous êtes derrière, pour certains en tout cas, vous êtes derrière ces manifestations, et certains disent peut-être que vous en êtes même le bras financier. Alors qu'il n'y a pas longtemps aussi, on vous disait d'être agent même secret français. Ouais, bon, je pense que dans leur propre contradiction, on a fini par me disculper. Parce qu'on ne peut pas être à la fois un pro-français et un pro-russe. Lorsque j'ai vu ça, j'ai pensé à deux personnalités que j'ai côtoyées dans ma vie. Le président Amadou Toumani Touré m'a dit un jour, il dit... il faut avoir peur de la vérité, d'un mensonge qui ressemble à la vérité. Le professeur Kizerbo, paix à son âme, lors de notre dernière rencontre, j'étais encore étudiant à l'ENA à l'époque, je suis venu au Burkina, je l'ai rencontré. Il m'a dit, mon fils, il faut avoir peur du mensonge noir, de la force noire et de l'argent noir. Dieu te bénisse, Dieu t'accompagne. Effectivement, pendant ce laps de temps, j'ai été présenté à la fois comme pro-français et pro-russe. Je ne sais pas finalement qu'est-ce que je dois choisir. Or, dans le jeu d'influence, les deux pays sont quand même dans une rivalité géopolitique atroce. Comment peut-on être des deux côtés? Soit. Mais si l'objectif était j'imagine, de m'empêcher d'être dans un gouvernement, je leur dis merci, ils m'ont rendu le plus grand service. C'est le plus grand service qu'on m'ait jamais rendu. Pourquoi empêcher d'être dans un gouvernement? Non, vous avez des ambitions par rapport à ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je vais contextualiser. J'ai été à Bobo-Dioulasso le 6 septembre 2022. Et dans le cadre donc de la première sortie officielle du mouvement BUT, qui s'est tenue vendredi 9 septembre donc à Bobo-Dioulasso. Et dans ce cadre, il fallait que je parte 3 jours pour faire des mobilisations. Ça me faisait 3 ans que je n'étais pas arrivé à Bobo. Le 7 septembre 2022, on m'a fait recevoir des jeunes dans le cadre de la mobilisation que je ne connaissais pas au préalable, que j'ai reçu dans un espace public, dans un hôtel public à Bobo-Dioulasso. Et comme j'ai l'habitude de le faire, à la fin, les jeunes ont voulu prendre une photo avec moi. La photo a été prise le 7 septembre 2022. Le lendemain 8, j'ai rencontré les jeunes qu'on dit pro-russes à Sitaray. On a eu un échange houleux pendant 1h45. Et à la fin de nos échanges, finalement, on va dire que on s'est entendu sur l'essentiel, qui est le combat pour un changement véritable. Pas chasser quelqu'un ou faire venir quelqu'un. Ça, c'est pas mon discours. Et mon discours, il est connu, tout le monde le sait. Les jeunes m'ont dit, nous, on ne savait pas, c'est ce que vous pensiez, on vous a combattu pour rien. Et à la fin, il y a un qui m'a demandé, non, il faut que tu lances un parti politique. J'ai dit, non, je ne veux pas lancer un parti politique. Et je ne vais jamais militer dans un parti politique. Pourquoi? Moi, mon combat, et je leur ai dit, nous faisons partie de ceux qu'on appelle enfants de pauvres. Pas parce que nos parents étaient des misérables, parce qu'ils n'ont pas eu la chance certainement d'être dans l'administration publique. Et voilà. Je dis, ce qui serait intéressant pour nous, c'est de nous battre pour un changement du système.
C'est-à-dire que les règles du jeu soient des règles transparentes pour que la compétition soit saine. Parce que si elle est saine, nous, on peut compétir. Mais si elle ne l'est pas, nous ne pouvons pas compétir. Le lendemain, vendredi 9 septembre, on s'est retrouvés au centre Mirage. Les jeunes sont venus, les femmes sont venues. J'ai prononcé un discours en djoula clair, donné ma position. Des femmes ont pleuré dans la salle. À la fin de la cérémonie, on a commencé à faire des photos. Pendant 30 minutes, les journalistes attendaient à la porte. Ils ont été obligés de venir nous dire « Ah, nous on veut faire des interviews pour partir ». On a stoppé. Mais pour revenir faire 1 heure de temps, prendre des photos avec les femmes, parce que tout le monde voulait, ça, je ne peux pas le refuser. Les mêmes photos donc ont été utilisées dans un autre contexte. D'abord, 2 jours avant le coup d'État, c'est-à-dire le 28, pour dire que je finançais le coup d'État. Moi, si j'ai cet argent pour financer donc les manifestations, c'est pas là-bas que je vais mettre. Je sais là où mettre mon argent. Ok? 2 jours avant le push, ces photos ont été utilisées pour me discréditer. Ensuite, lorsqu'il y a eu le push, avant même que le chef de l'État, on va dire le président du MPSR, nomme son premier ministre, il y a une première photo qui a circulé. Voilà, il est bien placé pour être ministre des Affaires étrangères. Le chef de l'État n'a même pas encore nommé son premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères est le seul à être connu et c'est Abdoulaye Bari. Ça m'a fait sourire. 2 jours après, il y a une autre photo qui a été publiée. Un pro-français ou c'est un espion français de la DGSE bien placé pour être ministre des Affaires étrangères. Pas de réaction. Quelques jours après, les photos du 7 septembre ont été ramenées sur la toile pour dire que bon, c'est lui qui est derrière les pro-russes, le procureur doit s'en saisir. J'ai rencontré des jeunes burkinabés que je ne connaissais pas au préalable et comme j'ai l'habitude de le faire, on a pris une photo dans un espace public, dans un lieu public, et je peux vous dire, j'ai pris des centaines et des centaines de photos à Bobo Dioulasso, parce que même après la cérémonie, les gens sont venus me voir à l'hôtel. La rencontre pour échanger à moi jusqu'à 2 heures du matin. Il y a un vieux, il a 75 ans, pour la petite histoire. Après la cérémonie, il m'a fait appeler et dit qu'il veut me voir. J'ai dit, ce vieux, à 75 ans, moi je ne veux pas qu'il vienne me voir à l'hôtel. Je vais aller chez lui. Au moment où je m'apprêtais pour aller chez le vieux, il est venu à mon hôtel. J'ai dit non, il ne faut pas venir, moi je suis ton fils. Il dit non, le discours que tu as prononcé, ça m'a touché. Je dois venir te féliciter. Donc, j'ai pris des photos, des centaines de photos, mais voilà les 2 photos qu'on a extirpées, des jeunes que je ne connaissais pas au préalable, à qui j'ai tenu un discours sincère, avec qui j'ai échangé très franchement et je ne pense pas que je sois à mesure de les manipuler ni de les financer. Moi, je n'ai pas cet argent. Donc, la photo a été ramenée dans un autre contexte avec des objectifs bien précis. Mais je leur dis merci, ils m'ont rendu un grand service. Vous dites, apparemment, ça a changé certains plans ou ça a effacé certains plans. Non. Est-ce que vous vouliez être ministre ou bien vous vouliez être de ce gouvernement? Dites-le. C'était ça? C'est pas à moi de décider d'être dans le gouvernement. Je ne suis ni du MPSR 1, ni du MPSR 2. On ne décide pas d'aller être ministre dans le gouvernement. Et je vais vous dire une chose. Tout Burkinabé qui va vous dire aujourd'hui qu'il est content d'être ministre, qu'il se réjouit à l'idée d'être ministre, c'est qu'il n'a pas la réalité du terrain. Parce que être ministre aujourd'hui, c'est une lourde charge au regard des défis immenses auxquels fait face le pays. C'est une lourde charge que vous ne souhaitiez pas porter avant la formation du gouvernement. C'est la question du juge. Elle est celle-là. Vous n'aviez pas cette ambition de rentrer au gouvernement. Quoique la tâche soit lourde, vous aviez peut-être le dos assez large pour la porter. Connaissant bien le pays, ça m'a jamais traversé. Ça m'a jamais traversé l'idée. Vous aviez été appelé. Non, ça m'a jamais traversé l'idée d'être membre du gouvernement. Même pas une seconde. Du 24 janvier à nos jours, je suis resté serein. Mon combat, c'est pour l'état de droit, c'est pour la démocratie. Et on peut servir son pays sans être ministre. Et si vous aviez été appelé? On va terminer avec la question de... Et si vous aviez été appelé? Si on m'avait appelé, je n'accepterais pas sans condition.
et je n'irai pas au ministère des Affaires étrangères. Mais tout le monde n'accepte d'ailleurs pas sans condition. Je n'en sais rien, je sais pour moi. Je sais pour moi. Et je vais vous dire une chose, je ne suis jamais omnibilé à l'idée d'être ministre. Parce que moi, j'estime que le travail que je fais aujourd'hui, soit c'est un travail au niveau ministériel ou voire plus. Et je me sens tellement à l'aise dans ce travail. Et il ne faut pas penser que l'on ne peut servir son pays et l'Afrique en étant ministre. C'est une mauvaise observation, c'est une mauvaise analyse qu'on fait de la situation. C'est une mauvaise analyse qu'on fait de la situation, dites-vous. En tout cas, la transition rectifiée est en marche. Une charte a été adoptée, un nouveau président a prêté serment, un nouveau premier ministre a été nommé, un nouveau gouvernement a été formé. Quel regard portez-vous en tant que secrétaire général de BUT sur la nouvelle direction imprimée au pays? D'abord, je voudrais, en tant que patriote, souhaiter bonne chance à cette équipe. Souhaiter au capitaine Ibrahim Traoré et au Premier ministre de rentrer dans l'histoire. Que Dieu leur donne la meilleure inspiration et l'énergie nécessaire de guider le bateau à bon port. Ça a été toujours notre ambition. De faire en sorte que, je l'ai dit, 3 jours donc après le putsch du 24 janvier, que mon souhait, mon ambition était que le lieutenant-colonel Damiba entre dans l'histoire par la grande porte. Ça a toujours été notre combat. Nous leur souhaitons bonne chance dans la défense de l'intérêt général, dans la défense de l'intérêt du peuple burkinabé. C'est ce que nous pouvons leur dire. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Mais quel regard vous portez sur ce changement de cap, cette rectification? Bon, d'abord, il est trop tôt d'apprécier quoi que ce soit. Parce que le Premier ministre et son équipe sont en place, ça ne vaut pas une semaine. Il n'y a pas d'éléments matériels sur lesquels on peut se prononcer en termes d'action gouvernementale. Tout ce qu'on peut faire, c'est de souhaiter bonne chance à l'équipe. Souhaiter bonne chance, oui, juge Bernard Bougman. Oui, effectivement, au lancement d'ailleurs du but, vous avez dit que la transition doit être recadrée de gré ou de force. Damiba n'est plus. Est-ce le recadrement voulu ou bien il faut attendre notre recadrement? Non, c'est pas le recadrement voulu. Parce que le recadrement voulu, c'était d'inviter donc le chef de l'État de l'époque à un recadrage de la transition à travers, donc, si vous voulez, une réforme de la charte de la transition et ensuite une ouverture des organes donc, de la transition pour rendre ces instances plus inclusives, plus consensuelles, parce que c'est une étape, à notre avis, qui devrait donc favoriser la refondation de l'État et de la démocratie, et ceci ne peut pas se faire sans les acteurs majeurs. Ça, c'était notre souhait au départ, mais on n'a jamais appelé à un coup d'État. On ne fait que constater un coup d'État. Non, je n'ai pas dit que vous avez appelé un coup d'État, mais il y a eu un recadrage entre eux. Maintenant, je demande, est-ce que ça répond à vos objectifs de départ? Parce que vous avez dit de gré ou de force. Ça ne répond pas à nos objectifs de départ. Parce qu'ici, on est face à un coup d'État. Nous sommes des démocrates. Nous n'appelons pas à un coup d'État, nous ne soutenons pas un coup d'État. Il y a eu une rectification en interne entre militaires, mais nous, notre objectif, c'était d'appeler le MPSR à une rectification de la transition sur des bases républicaines, sur des bases démocratiques, à travers une inclusion de l'ensemble des composants de la société burkinabé, avec objectif la refondation de l'État et de la démocratie. Ça veut dire que votre, comment on appelle ça, vos attentes demeurent sur la table? C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire ce recadrage voulu, tel que vous l'aviez voulu. Parce qu'avec l'avènement de ce coup d'État, donc de cette rectification opérée à l'intérieur du MPSR, est-ce que vos revendications sont toujours d'actualité? Aujourd'hui, c'est que ce qu'on doit constater, c'est de patienter, de regarder comment les choses avancent. Le chef de l'État a formé un gouvernement, on va dire, où il n'y a pas de gens marqués politiquement.
nous estimons que ça peut être une bonne chose si dans la conduite de l'action gouvernementale, les gens venaient donc à préserver cette neutralité et cette équidistance vis-à-vis des acteurs politiques. Parce que c'est ce qui a manqué lors du MPSR 1. Et non seulement il y avait l'élément de manque d'inclusivité, mais il y avait de façon flagrante quand même, qui est connue de tous, qu'il y avait, on va dire, des velléités restauratrices des ordres anciens qu'on sait. C'est ça qui a fait que finalement, nous avons appelé à plus de raison, à plus d'inclusivité, à plus pour un meilleur consensus au niveau national, parce que à l'évidence, lorsqu'on s'inscrit dans le cadre donc de la refondation, on ne peut pas faire une refondation sans les acteurs majeurs. Justement, cette vision que vous décrivez, on la retrouve dans les réflexions que vous avez publiées le 13 octobre dernier, où vous proposiez, notamment parlant du gouvernement, un gouvernement allégé de combat avec 20 ministres au maximum, couvrant des champs clés de souveraineté. On a 23 ministres actuellement. Est-ce que vous estimez tout de même que cette équipe couvre les champs clés de souveraineté? Oui, évidemment. On parle de champs clés de souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a, à mon avis, quand même des secteurs qui nous paraissent aujourd'hui des secteurs à la croisée du chemin. C'est notamment dans le domaine de la défense nationale. C'est notamment la sécurité nationale. C'est notamment l'éducation, l'humanitaire. Donc, ces secteurs-là, nous estimons qu'il faut... ce sont des secteurs d'urgence au niveau national, auquel il va donc falloir accorder un intérêt particulier. Oui, 23 ministres, ça couvre, mais je pense que on peut faire avec moins de 23 ministres, mais ce n'est pas parce qu'on a 23 ministres que ça veut dire que c'est trop et ils sont condamnés à l'échec. Non. Je peux même dire que le tout n'est même pas dans le nombre de l'équipe gouvernementale. Le tout est dans la vision qu'on imprime. Le tout est dans le leadership politique qu'on incarne. La locomotive que les deux têtes donc de l'exécutif se doivent d'être. Et je trouve que on peut dire aujourd'hui il y a des préjugés favorables. Les préjugés favorables, c'est quoi? C'est que le chef de l'État et le Premier ministre ne traînent pas de casseroles. C'est la moindre des choses. Ne traîne pas de casserole. En tout cas, on n'a pas connaissance d'une casserole que l'un ou l'autre est en train de traîner. Donc pour moi, il faut construire sur la base donc de ce capital symbolique et en engageant l'ensemble des Burkinabés sur les grands chantiers, on va dire, de sauvetage du pays. Parce qu'il s'agira donc de sauver la République désormais. Et je vais juste dire que le Burkina de demain, celui d'aujourd'hui et de demain, ne pourra pas se construire par un seul clan. On a peut-être eu besoin à un moment donné qu'un parti politique ou un groupuscule politique imprime sa vision donc du développement du Burkina. Aujourd'hui, le pays est à la croisée du chemin. Le pays est à la croisée des chemins et le leadership politique ne pourra réussir que lorsqu'il s'inscrit dans une dynamique de large rassemblement des Burkinabés. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut le dire. Le Burkina d'aujourd'hui et de demain ne se construira pas sans les partisans de Blaise Compaoré. Il ne se construira pas sans les partisans de Thomas Sankara. Il ne se construira pas sans les partisans de Roch Kaboré. Il ne se construira pas sans les partisans du lieutenant-colonel Damiba. Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que toutes ces entités sont des Burkinabés, sont des acteurs majeurs du jeu. Et pour réussir la mission, il faut rassembler l'ensemble de ces acteurs autour d'un objectif, un objectif suprême, celui de l'intérêt supérieur de la nation. Intérêt supérieur de la nation et restauration de l'intégrité territoriale. Oui, juge Vara. C'est vrai que lorsque le but était en train de se présenter au Burkinabé, il a partagé sa vision. Et ce qui est resté dans la tête de tout le monde, c'est le recadrage de la transition. Et vous appeliez à une mise à plat de la charte qui prenne en compte les aspirations du peuple, la reconquête et puis la gestion des PDI et tout. Vous avez appelé aussi à ce que la question de la réconciliation soit une dynamique beaucoup plus vraie. Vous avez appelé à une plus grande inclusion, à une inclusion vraie. Et il y a beaucoup d'autres éléments que vous avez donnés. La question même des salaires.
des ministres, vous êtes offusqué de la décision de l'augmentation qui avait été prise. Donc il y avait un certain nombre d'éléments de ce genre. Aujourd'hui, vous nous dites que vous êtes des démocrates, vous n'êtes pas pour les coups d'État. Comment est-ce que vous voyez une charte de la transition mise à plat, vous voyez tous ces changements-là, sans que ce ne soit brutal comme on l'a vu? Ah bon? D'accord. Dans l'histoire politique de ce pays, il est arrivé dans le combat démocratique au Burkina que des entités qui défendent la République, qui défendent les lois de la République, aient interpellé des gouvernements en place pour obtenir gain de cause sur des questions bien déterminées. Je le répète, notre objectif n'a jamais été d'appeler à un coup d'État et les discours, comme on le dit, la VAR est là pour le témoigner. Nous avons interpellé les acteurs, les dirigeants de l'époque à faire une ouverture, à écouter davantage les Burkinabés. Je suis mal à l'aise de vous faire une confidence. Ce que j'ai dit sur la place publique, le lieutenant-colonel Demiba, je le lui ai dit. Je lui ai dit, ça me fait mal de revenir sur cet échange. Je lui ai dit, dans 6 mois, les gens vont oublier que Roch Kaboré a dirigé le pays. Il ne faut pas se fier à l'applaudimètre. Le pays est dans un vaste trou. Tu ne peux pas réussir sans mécanisme de légitimation de ton pouvoir. Et il n'existe aucun autre mécanisme de légitimation du pouvoir politique en place en dehors des résultats concrets sur le terrain sécuritaire, en dehors d'un large rassemblement des Burkinabés. Et c'est ce que nous défendions. Nous avons appelé à une large consultation des Burkinabés autour des questions urgentes, autour des questions existentielles de l'heure. Se parler ensemble, proposer des solutions pour un agenda purement burkinabé, pour un agenda purement peuple du Burkina et non d'un clan politique. C'est ce que nous avions proposé. Nous n'avons pas une arme. Nous n'avons aucune ambition de faire un coup d'État. Nous n'avons même pas les moyens de faire un coup d'État. Et même si nous avions les moyens, nous ne ferions pas un coup d'État parce que notre combat est d'essence républicaine, notre combat est d'essence démocratique, hier comme aujourd'hui et certainement sans nul doute demain. Vous appeliez à la mise à plat de la transition parce qu'il faut, quoi qu'on dise, c'est un genre de, comment dire ça, il donne la direction, c'est un genre de moule dans lequel qui nous permet de voir où on va. Ça a été revu récemment. Vous aviez été de ceux qui ont proposé, on va dire, qui ont travaillé sur un projet de charte sous Damiba. Vous avez demandé un certain nombre d'éléments. La charte d'aujourd'hui, elle est revenue sur certains éléments de l'ancienne charte, quand on voit par exemple la non-rémunération des députés et certains autres points. Est-ce que vous trouvez cette charte-là plus arrimée à la vision que vous vouliez, ou bien vous trouvez que c'est toujours insuffisant? Est-ce qu'elle est à même de nous conduire vers l'agenda dont vous avez fait mention tout à l'heure? À l'évidence, cette parenthèse de la charte rédigée par la première commission technique, à l'évidence, elle risque donc de me poursuivre toute la vie. Parce que c'est comme si j'avais commis un sacrilège. On n'accuse pas celui qui a fait le coup d'État. On accuse ceux qui ont été appelés donc pour venir donner un habillage juridique parce qu'à l'évidence, les mécanismes de transfert de pouvoir démocratique n'étaient plus en place. Je ne pense pas qu'on accuse. Non. On ne les accuse pas, on n'accuse pas la commission technique. Non, que vous avez demandé à une mise en place. On n'accuse pas la commission technique. C'est une parenthèse, je reviens. Effectivement, à l'époque, vous l'avez bien vu, que j'étais passé sur ce même plateau pour dire que nous avions proposé la gratuité des mandats. Donc, parce que, à l'évidence, c'était ma conviction. Il ne suffira pas d'un simple discours pour mobiliser l'ensemble du peuple burkinabé aujourd'hui autour, donc, on va dire, des enjeux existentiels de l'heure. Les discours ne suffira pas parce que, pendant des décennies, ce peuple a été servi par des discours mielleux. Autant en emporte le vent. Des discours, des promesses qui n'ont jamais été tenues. Des attentes qui ont été trahies, des espoirs qui ont été déçus.
Donc, il n'y a pas de Messie sur cette terre des hommes qui viendra donc mobiliser le peuple à partir d'un simple discours. Il faudra des mesures symboliques. Et parmi ces mesures symboliques, à l'évidence, il fallait que ceux qui sont au pouvoir quand même donnent l'exemple à travers donc la gratuité du mandat. C'est ce que nous avions défendu à l'époque. Et je suis passé sur ce plateau, je me rappelle, pour dire que c'était notre plus grand souhait. Ça n'a pas été le cas. Peut-être quelque part, il y a la main de Dieu qui ramène donc les propositions que nous avions faites à l'époque, c'est-à-dire la gratuité du mandat. Et je trouve qu'il est important aujourd'hui, au regard donc de la grave crise que traverse le pays, et au regard de la rupture entre les gouvernants et les gouvernés, que pour boucher donc ce trou-là, pour créer plus de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, que premièrement, les gouvernants donnent l'exemple à travers ce que nous avions proposé, c'est-à-dire la gratuité des mandats présidentiels. Parce que vous ne pouvez pas... gratuité des mandats présidentiels, des mandats législatifs, on va dire la gratuité des mandats à l'époque. Parce qu'à l'évidence, vous ne pouvez pas demander à un peuple qui souffre, qui a faim, de serrer la ceinture pendant que vous augmentez vos salaires. Ça ne suffit, les gens ne vont pas suivre. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Pour que les choses marchent, l'exemple, il doit venir d'en haut, qu'il soit bon ou mauvais. S'il est bon, vous aurez la chance de mobiliser l'ensemble des composantes de la nation. S'il est mauvais, vous allez créer davantage de ruptures entre le leadership politique et le peuple en place. Ça ne marchera pas. Mais donc pour nous, mieux qu'il soit bon, il nous faut un leadership visionnaire, un leadership qui s'applique lui-même ce qu'il voudrait qu'on applique au peuple. Il faut un leadership exemplaire. C'est ce que nous avions demandé à l'époque. Mais hélas, ça n'a pas été le cas. Non seulement les mandats n'ont pas été gratuits, les salaires ont été augmentés. Mais est-ce que ça ne se retrouve pas pris dans le même piège? Je m'explique. On nous parle de mandats permanents pour la part des sessions permanentes pour les membres de la LT. Si vous arrivez sur ce qu'il y a comme accompagnement pour ces sessions-là, vous allez vous retrouver avec des salaires qui peuvent avoisiner 900 000 francs le mois, bien au-dessus de ce que touchaient ceux de la LT sous Damiba. Est-ce que, pour le symbole, on n'est pas en fait de faire plutôt du vernis? Il y a une chose qu'on n'a jamais dit au Burkinabé, c'est que l'ALT passée, les gens devraient travailler 3 mois dans l'année et ils percevaient 12 mois de salaire. C'est ce qu'on n'a jamais dit au Burkinabé. Actuellement, on a demandé 22 500 comme frais de session. Si vous calculez, ça ne vaut pas 1 million. Je ne suis pas en train de les défendre. Mais je veux dire, entre l'ALT à venir et ce qui s'est passé dans le premier MPSR, il y a un grand fossé. Les députés de l'ALT passé travaillaient pendant 3 mois. Les sessions, c'était 45 jours multipliés par 2, 90 jours. C'est ça? Ils percevaient 12 mois de salaire. Comment vous pouvez expliquer ça? Il faut arrêter À un moment donné, il ne faut pas qu'on se moque du peuple. Au nom de quoi vous allez travailler pendant 3 mois et percevoir 12 mois de salaire? Donc vous pensez que la formule rectifiée est la meilleure? Non, je ne dis pas qu'elle est la meilleure. Elle vaut mieux que ce à quoi on a assisté. Elle vaut mieux que ce à quoi on a assisté, oui. Mais est-ce que le mandat gratuit est véritablement possible? Lors de la Deuxième République, on a eu une expérience au Burkina Faso. Oui, je ne pense pas que les législateurs actuels soient bien meilleurs que ceux qui ont construit la Deuxième République. Non, moi je n'ai pas dit qu'ils soient bien meilleurs. Moi je pose la question de aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Pourquoi c'est pas possible? En quoi est-ce que c'est possible? Oui et non. Si l'on se bat pour la République, si on se bat pour l'intérêt général, si on estime que le pays est dans un trou profond et que pour le sortir, chacun doit consentir des sacrifices, c'est possible. Mais si on estime au contraire que cette crise doit donner une chance, voire une opportunité à certains d'occuper des postes de députés sans avoir battu une campagne, sans avoir investi, on va dire, un franc donc dans la campagne, si on estime que c'est une opportunité pour avoir un poste et avoir des revenus, c'est pas possible. En fait, moi, je ne calcule pas en termes d'opportunité d'avoir des postes. Je parle en termes d'être réaliste. Vous prenez quelqu'un dans un domaine bien précis, il part, et s'il est en session permanente, ça veut dire qu'il n'a plus le temps de revenir travailler où il travaillait avant. Alors qu'on a besoin aussi de sa contribution entre
un mandat gratuit ou revoir les choses à leur juste proportion pour qu'il ait un minimum aussi, c'est à voir parce que il va y aller. Comment il part en termes de comment on appelle ça, il va faire une production. Et s'il a aussi son boulot à faire, il abandonne ou bien comment. En fait, moi, c'est la formule. Moi, je vous comprends. Voilà. En fait, c'est l'erreur qui a été commise par beaucoup d'analystes sur cette question précise. Je veux mieux comprendre. Justement, je vais vous l'expliquer. Lorsqu'on prend un policier, un douanier ou un fonctionnaire, qu'on l'amène à l'ALT selon notre conception des choses, vous avez 45 jours donc de session. Pendant ces 45 jours, je pense que les indemnités étaient à 31 000 puisque c'était enrimé donc à l'ancienne loi, telle que c'était fait. Donc pendant les 45 jours, chaque jour, il devait donc percevoir 31 000 jusqu'à la fin de la session. À la fin de la session, il retourne faire son travail, il va toucher son salaire. Mais si au contraire, tu ne travaillais pas, je vais dire quelqu'un qu'on a pris comme ça, qui est légitime mais qui n'avait pas une fonction, pendant donc les 45 jours, multiplier 31 000 francs par 45, tu as ça pendant les 45 jours. Mais au bout de la session, tu retournes faire ce que tu faisais pour vivre avant. C'est tellement simple. Ok. Alors, Oui, c'est tellement simple. Vous êtes fonctionnaire du privé. Il y a quelqu'un qui vous paye, qui dit bon, pendant cette durée, moi je ne vous paye plus. C'est à vous de voir comment vous négociez avec... Parce que là, maintenant, nous sommes dans une session permanente. Moi, je ne pense... Actuellement, oui. Je ne peux pas me prononcer sur ce qui... Moi, je n'ai pas fait la charte d'aujourd'hui, je ne peux pas la défendre. Mais vous l'avez lu? Oui, mais je ne peux pas la défendre. Je n'ai pas dit de défendre la charte. J'ai dit de non, je me dis que si la charte actuelle, moi, je ne l'ai pas faite. Premier élément. Le deuxième élément, s'il se trouve quelqu'un qui veut aller à l'ALT, qui est dans un privé, il peut avoir des problèmes. C'est à lui de gérer ça avec son partenaire, son employeur. La République l'appelle. C'est lui de gérer ça avec son employeur. Donc, il doit choisir entre son travail et la République. Il y a tellement de Burkinabés qui ont abandonné des hautes fonctions à l'étranger pour venir servir leur pays. C'est un choix. Mais c'est pas gratuit. Mais actuellement, c'est pas gratuit. C'est payé, c'est 22 500 les indemnités. Et si vous calculez, c'est quelque chose à la fin du mois. Par rapport au salaire moyen d'un Burkinabé, si vous avez 500 000 francs, si vous avez 750 000 francs, par rapport à ce que gagne un Burkinabé moyen, vous êtes très bien payé. C'est un choix, on choisit d'accompagner la République, de se sacrifier pour la République, où on dit, bon, moi, je ne peux pas parce que je gagne plus. C'est un choix à faire. Je ne pense pas qu'on puisse forcer un Burkinabé de venir le faire. Tous ceux qui vont venir le faire, c'est un choix. C'est un choix patriotique. Un choix patriotique. Alors, parlons de cette situation sécuritaire du Burkina. C'est la priorité numéro 1, disons. Quelle est donc la vision de but dans ce cadre-là? Vous dites, par exemple, dans votre document qu'il faut renforcer la confiance et la pleine participation de la population à la reconquête du territoire par une réorganisation du recrutement et l'encadrement des VDP et une mobilisation civile populaire. On est actuellement donc dans une phase où on a lancé donc le recrutement de beaucoup de VDP. Donc comment vous voyez tout ça? Est-ce que la dynamique actuelle épouse vos vues par rapport à la lutte contre le terrorisme? Alors, d'abord, nous estimons que dans la lutte contre la crise sécuritaire auquel le pays fait face, il va falloir faire appel à beaucoup de mécanismes. À l'évidence, le premier mécanisme qui est vu par nous autres profanes donc de la question sécuritaire, c'est l'hypermilitarisation de la lutte contre le terrorisme. Mais lorsque nous faisons le bilan, quelques années après, 7 ou 8 ans après, nous nous rendons compte que le tout sécuritaire, le tout militaire, n'a pas permis le pays, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'impact, n'a pas permis au pays de relever les défis, d'atteindre les objectifs escomptés. Parce que la preuve, la crise, elle est de plus en plus grave. Nous l'avons dit à l'époque, sous le président Kaboré, sous le lieutenant-colonel Damiba, nous continuons de penser aujourd'hui qu'il va falloir explorer d'autres voies pour résoudre la crise. Parce que la crise, elle est sécuritaire, elle est militaire, elle est communautaire, elle est humanitaire, elle est même liée au grand banditisme.
elle pose de la façon, avec acuité, on dira, la question de la gouvernance, la question de la justice sociale. Voilà autant d'éléments. Elle nous amène, si vous voulez, même à nous réinterroger sur la doctrine militaire, sur la doctrine de la défense nationale. Donc, c'est bien, dans le premier volet, de mettre les hommes chargés donc de la défense nationale dans des conditions optimales d'exécuter leur mission régalienne. Force de défense pour défendre l'intégrité du territoire, force de sécurité intérieure renforcée à bloc pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais il va falloir aussi explorer d'autres voies. C'est, on va dire, les voies politiques qui ont été malheureusement très peu explorées, mais qui marchent ailleurs. Et qui ont marché ailleurs. Je fais allusion donc à l'Algérie. L'Algérie a connu la plus grave crise. Mais, à l'évidence, pour résoudre la crise, ils ont fini par se retrouver autour de la table, à travers une négociation. On voit qu'au Niger, la dynamique de dialogue, ça marche. On voit qu'au Mali, ça marche. Il serait intéressant qu'en plus donc des mécanismes liés à la défense, la sécurité nationale, qu'on explore d'autres voies, donc politiques, ça peut être communautaire, ça peut être diplomatique, pour qu'ensemble, on ait, on va dire, des solutions à chaque segment de la crise. Et comme je le dis, la crise, elle est sécuritaire. Elle est aussi communautaire. Elle est aussi liée à la gouvernance politique. Donc il va falloir qu'à chaque segment, on puisse apporter donc la réponse appropriée. Parce que si nous nous engageons donc dans le tout sécuritaire, peut-être on peut même avoir la malchance donc d'aggraver la crise. Oui, juge Bougman. Juge Vara. C'est vrai qu'on est sur la question sécuritaire. Je pense que l'une des questions centrales aujourd'hui pour beaucoup de Burkinabés, au-delà de l'offre domestique et puis comment on l'organise, c'est la question de la coopération avec les autres pays. On a vu des drapeaux brandis pendant des manifestations ici, et là qui ont vite fait des dit bon, écoutez, on dirait qu'il commence à y avoir un sentiment anti-français et tout. Quelle lecture vous faites de cela? Et puis, en définitive, Abdoulaye Barry, qu'on voit quelquefois comme pro-français, comme pro-russe, c'est quoi sur cette question de coopération, c'est quoi la vision? Pour moi, la priorité, c'est d'abord le Burkina. La priorité n'est pas la Chine ni l'Inde. La priorité, c'est d'abord le Burkina et l'Afrique. Il ne faut pas qu'on se voile la face. On ne peut pas être en crise et quelqu'un d'autre va être la priorité. Pour moi, la priorité, c'est le Burkina et les Burkinabés. C'est aux Burkinabés de se mettre ensemble d'abord prioritairement pour trouver leur solution. Les autres quand ils viendront, c'est juste pour appuyer. C'est pas pour dicter la voie à suivre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous me parlez d'un sentiment anti-français. On va nuancer, ou d'un sentiment pro-russe. Ça, c'est le qualificatif de ce thème. Moi, personnellement, je veux qu'on nuance. Parce que, voyez-vous, la plupart des jeunes qui marchent, ils ne sont ni souvent... C'est vrai qu'il y a des pro-français, des pro-russes, mais quand vous regardez, la plupart de ces jeunes-là, ils sont plutôt pro-alternatives crédibles à la crise. Ce sont des quêteurs de passerelles. C'est des gens qui en ont marre de voir leur pays sombrer et qui se sont levés parce qu'ils sont à la recherche des solutions. Ce sont des pro-alternatives crédibles. Ça, c'est important à prendre en compte dans l'analyse. Le deuxième élément, c'est sur la question du sentiment anti-français. Il faut nuancer. Il n'y a pas véritablement de sentiment anti-français. Il y a un sentiment, on va dire, anti-politique française ou anti-politique français. Je vous explique. En octobre 2003, le président Chirac a visité le Mali et le Niger. Au Mali, il a été accueilli par des centaines de milliers de personnes. En 2005, il a été accueilli par des centaines de milliers de personnes lors du sommet France-Afrique. En 2007, lorsque Chirac a quitté le pouvoir, il a été accueilli par plus d'1 million de personnes. Mieux, il a été élevé à la plus haute dignité de la culture dogon. Ils en ont fait un Ogon. Il y a une dune de sable qui porte le nom de Chirac à Tombouctou. J'ai eu la chance de déjeuner, donc, de dîner sur cette dune. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Ça, ce sont des éléments de l'histoire. En 2013,
François Hollande a été accueilli par plus d'1 million de personnes à Bamako et à Tombouctou. Parce que ils sont venus pour aider le Mali à se libérer. Mais pourquoi aujourd'hui il y a des éléments de friction entre certains pays africains et la France? Il y a des éléments matériels qu'il faut interroger pour le comprendre. Le premier élément, c'est d'abord dans le discours du politique français. Ça a commencé par Nicolas Sarkozy. En 2007, Nicolas Sarkozy est venu à Dakar, il a dit aux Africains, il les a insultés, il a dit qu'ils ne sont pas rentrés dans l'histoire. Vous voulez que les Africains s'asseyent pour regarder ça? En 2020, peut-être avant, Emmanuel Macron est venu à Ouagadougou. Les Africains, les Burkinabés ont été choqués par une certaine attitude. C'est une réalité. En 2020, les chefs d'État africains ont été convoqués pour un sommet de Pau par Emmanuel Macron. Ça a choqué les Africains. Au fait, si vous voyez ce que vous appelez sentiment anti-français, au fait, c'est une dénonciation d'un certain comportement politique condescendant. Je ne pense pas que les Africains soient véritablement opposés aux Français. La preuve. Lorsque, rappelez-moi le nom de l'homme politique français, de la gauche, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, oui. Lorsque Jean-Luc Mélenchon fait un tweet pour soutenir Mathias Olo au Burkina, tout le monde applaudit. Il n'est pas insulté parce qu'il est français. Lorsque à l'Assemblée nationale française, Jean-Luc Mélenchon fait un discours pour prendre fait et cause pour le Mali, nous sommes tous, les gens applaudissent. Donc il n'y a pas un sentiment français. Il y a un sentiment, on va dire, de révolte contre souvent des erreurs politiques. Il y a eu des erreurs politiques, il faut l'admettre. Et les deux autres éléments qu'il va falloir ajouter rapidement, c'est qu'il y a une responsabilité quand même du politique français dans la crise sécuritaire, notamment à travers donc de la destruction de la Libye. Nicolas Sarkozy est un acteur majeur de la destruction de la Libye. Le Sahel est en crise parce qu'on a détruit donc la Libye. La Libye était le verrou stratégique. J'ai eu la chance de voir Kadhafi dans des négociations pour préserver l'équilibre donc du Sahel. Il a été assassiné. Nicolas Sarkozy a une part de responsabilité, voire une grande part de responsabilité dans la destruction de la Libye et conséquemment dans la chute du Sahel. Le deuxième élément, ma question était plurielle. C'est la Côte d'Ivoire. Ma question était plurielle. Parce qu'à l'intérieur, quand j'ai recentré, j'ai dit, c'est le sentiment aujourd'hui avec les drapeaux qui sont ici et là, appelant donc, il faut aller vers la Russie. Est-ce que c'est parce qu'on maîtrise vraiment la question en tant que telle? Le ministre le disait la dernière fois, le Premier ministre, on est en coopération avec la Russie déjà. Maintenant, quel est l'appel qui est lancé? C'est basculer vers Wagner, ou bien qu'est-ce que c'est? Puisque le Burkina est déjà en coopération avec la Russie. On a l'impression qu'on ne comprend pas bien l'appel qui est lancé. Attends, vous voulez me demander si je suis pour Wagner ou... J'ai dit à la fin quelle était... Parce qu'à la fin, j'ai dit... Non, j'ai dit à la fin quelle était votre vision de la chose. Parce que ce que vous dites, sans le maîtriser, le sentiment, il n'est pas anti-français. Il n'y a pas un sentiment anti-français. En tout cas, de la plupart des Africains tels qu'ils le ressentent, c'est qu'ils attendent plus de respect de ceux qui font la politique française vis-à-vis de l'Africain. Ça, c'est une réalité. Maintenant, aujourd'hui, quand on regarde, il y a des gens qui ont fait très vite le raccourci. Ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, il y a une rue qui demande à chaque fois allons vers la Russie, allons vers la Russie, avec des drapeaux. Même devant les assises, c'était pareil. Le Premier ministre, lorsqu'il faisait sa dernière sortie, il a dit c'est pas la rue qui va nous dicter ceci ou cela. On est déjà en coopération avec la Russie. Est-ce que on comprend? Est-ce que ceux qui expriment leur volonté ne l'expriment pas assez clairement, ou bien qu'il n'y a pas une claire compréhension de la réalité actuelle, ou bien c'est qu'on se trompe? Et puis à la fin, j'ai demandé, vous, au finish, le but, ou bien Barry, sur la question de la coopération, quel est votre sentiment? Je pense que vous avez répondu par le début. Vous n'avez plus beaucoup de temps pour répondre à cette question, parce que là, on est pratiquement en fin d'émission, donc je vous donne rapidement 30 secondes pour dire en 2 mots quelle est la position de But sur cette question. Quelle est la vision de But? Alors, j'ai commencé à expliquer, c'est-à-dire que il faut comprendre l'exacerbation des jeunes Africains face à l'enlisement donc de la crise sécuritaire. Le tout n'est pas pro-russe ou anti-français. Le tout, comme je l'ai dit, il y a parmi ces jeunes beaucoup qui sont pro-alternatives. Et vous voyez,
le manque de résultats sur les terrains sécuritaires est l'élément qui entretient toute cette révolte dans les rues. Et je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'on ne va pas écouter la rue, qu'on ne gère pas, on ne dirige pas un pays par la rue. On ne peut pas diriger un pays aussi sans la rue. Il faut écouter les discours. Il faut écouter ce que les jeunes disent dans la rue, échanger avec eux et voir ce qui peut être fait. Maintenant, moi, mon discours donc sur ce qui doit être fait, au fait, je vais vous faire rire. Moi, je constate aujourd'hui, dans le discours politique africain, on dit bon, on va diversifier nos partenaires. Non, il n'y a pas de diversification de partenaires. S'il y a diversification, ce n'est pas aux Africains de décider de diversifier leurs partenaires. Les Africains ont leur argent. Ils sont libres d'aller acheter où ils veulent. Ceux qui doivent chercher à diversifier leurs partenaires commerciaux, c'est ceux qui fabriquent les armes. C'est à eux de courir derrière les Africains, venir dire bon, voilà les offres que nous faisons. Voilà telle offre, elle est meilleure. Parce que dans ce jeu d'équilibre, les Africains sont plus forts. Ils sont plus forts dans la balance parce que c'est eux qui ont leur argent. Les armes qu'ils vont acheter, ce n'est pas des armes qui sont données gratuitement. Ils ont leur argent, ils n'ont pas à courir derrière quelqu'un. Le marché est libre, c'est à eux de décider où ils doivent aller acheter leurs armes. Mais la diversification de partenariat là, c'est aux puissances qui vendent les armes de travailler à diversifier leurs partenaires commerciaux. On va en rester là parce que le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. J'ai un peu spolié de temps de parole juge Bougma. Non, alors, fin de cette pas audience du tribunal de l'actualité consacrée à la lecture de Burkinabé Uni pour la transformation sociale, but sur la situation nationale avec le secrétaire général de ce mouvement, Abdoulaye Bari. Merci d'avoir honoré notre convocation. Merci au juge Bernard Bougma. Merci au juge Geoffroy Vara. Merci également aux équipes de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Le tribunal de l'actualité revient demain avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.